Marianne Molander-Beyer, qui est maître de conférence en didactique à l'université de Göteborg. Bienvenue. Alors, on va peut-être prendre une place. Tout va bien. Merci. Emmanuel Davidenkoff. Pardon, oui. Emmanuel Davidenkoff, qui nous rejoint également, qui est directeur de la rédaction de l'Étudiant, que vous écoutez sans doute souvent, régulièrement à la radio notamment, sur France Info, c'est ça? Tous les jours, midi, moins 5 ou à peu près, c'est ça, hein, voilà. Pour une chronique sur l'éducation. Vas-y, mets-toi là-bas. Voilà, vous allez venir ici. J'invite Eunice Mangado Lunetta, qui est ici, cette chère Eunice. Ça va? Vas-y, mets-toi là. Donc Eunice qui est déléguée générale adjointe de l'association de la Fondation étudiante pour la ville, qui est une très belle association, la FEV, très belle association qui regroupe un peu plus de 120, je crois, salariés et 3000, c'est ça, 7500 bénévoles qui sont des étudiants qui font œuvre utile en accompagnant les enfants des quartiers de zones sensibles, des quartiers difficiles, au domicile, pour les aider à gagner confiance en eux et à les aider dans leur environnement familial, finalement. Je vais te laisser en parler beaucoup mieux que moi. Et donc la fête, d'ailleurs, a rejoint l'Institut Confiance, est devenu membre institutionnel de l'Institut Confiance. Nous nous en réjouissons. Et enfin, j'appelle Catherine Chabrin, enseignante pédagogique Freinet, et qui est l'heureuse rédactrice en chef du Nouvel Éducateur. Eh bien, alors, notre thématique, elle est celle de la notation, dans quel but et sous quelle forme. Alors, je peux passer la parole à notre ami Emmanuel. Emmanuel, alors, à quoi ça sert cette fichue notation, si je puis dire, dans notre beau pays? Je peux poser une question aux intervenants de la table ronde d'avant? Ah bah, ça commence bien. Vas-y. Parce qu'on est un institut culturel, on n'est pas à l'ambassade. Si on était à l'ambassade, il y aurait un statut d'extraterritorialité, donc on peut considérer qu'on est presque à l'étranger. Est-ce que je voudrais vous dire un truc que j'ose pas dire en France? C'est possible? Vas-y. Personne ne nous écoute ni ne nous filme. Pardon, mais 30 ans, le clé. Oui. 30 ans. Je vais vous le dire comme je le pense. Hein. Allez-y. Soit ça marche, et c'est un scandale qu'il n'y en ait pas plus, soit ça ne marche pas et c'est un scandale que vous existiez toujours. Mais 30 ans, franchement, on a le temps de savoir. Il y a quand même un problème de diffusion qui est massif. Vous n'avez pas cité de chiffres tout à l'heure les uns et les autres. Il y a 7000 collèges, je crois, dans ce pays. D'accord. Il y en a combien des collèges expérimentaux? Si on compte l'ensemble. Excusez-moi, mais c'est juste ça. Oui. C'est le journaliste qui ressort. Si on compte l'ensemble de ceux qui sont les adhérents à la FESPI, donc la Fédération des établissements secondaires publics innovants, il y a 12 membres. Voilà. C'était juste pour situer les choses. Mais ce qui ne veut pas dire que les enseignants ailleurs n'expérimentent pas, ils font pas tout un tas de choses passionnantes. C'est après institutionnellement, effectivement, sur la reconnaissance d'un établissement avec un statut particulier. Voilà. C'était juste comme ça. Excusez-moi. Merci de me donner le difficile travail d'introduire la table ronde parce que je me sens beaucoup moins compétent que tous mes voisins. Donc ce sera au fond moins une parole d'expert qu'une parole à la fois un peu de témoin puis aussi une parole de conviction sur ces histoires de notation. Pardonnez-moi, vous allez voir, il y a de gens très bien parleront après moi. La première chose que je crois importante, c'est quand même de dire qu'il y a un consensus social très fort autour de cette notion de redoublement en France, de notes. Mais pardon, c'est un faux lapsus. Parce que je voulais vous citer un truc sur le redoublement, justement. Et je me souviens, alors malheureusement, je m'en suis souvenu en venant et je n'ai pas retrouvé le nom de l'auteur, mais peut-être que Philippe ou d'autres, ou Catherine auront ça en tête. C'est cette étude belge sur le redoublement qui prenait les choses à l'envers.
c'est Drumans, non? Ou Strobans? Strobans, voilà, l'université de Louvain-la-Neuve. Il a fait un truc très drôle il y a quelques années, et ça pourrait parfaitement s'appliquer au débat sur la notation en France. C'est-à-dire, il a dit, bon, considérons que les enseignants ne sont pas tous idiots. C'est un point de départ. Oui, il écrit plus poliment, hein, c'est un travail universitaire. On va ça revenir à ça. On va partir du principe qu'ils ne sont pas idiots. Donc, ils sont capables d'entendre et de comprendre ce qu'on leur dit dans toutes les études internationales, à savoir que leur doublement, ça coûte très cher. Je ne sais plus combien c'est en France, 2 milliards ou 4 milliards par an, j'ai oublié, enfin, ça coûte très cher. Et ça ne marche pas. Vous savez, il y a eu des méta-analyses internationales. Bon, mais pourquoi ils continuent? Ils ne sont pas bêtes quand même. Pourquoi ils continuent? Et derrière, son étude consistait à analyser tout simplement les usages, à quoi ça sert le redoublement, c'est-à-dire en quoi ça rend service, et avant tout aux enseignants, et là encore sans jugement et pas pour de mauvaises raisons. Je veux dire, y compris sur des fonctions d'épée de Damoclès, qui se voilà, faire peur à quelqu'un, on dira ce qu'on dira, mais dans beaucoup de cultures, c'est une façon de lui faire faire ce qu'on veut. Bon, je le dis avec une pointe d'ironie, mais pas seulement. Enfin, je veux dire, ça marche, quoi. Quand on est dans un système où il y a un peu de concurrence entre les établissements, pouvoir sélectionner, trier, là, c'est une façon d'assurer la réputation de l'établissement. Et les enseignants sont attachés à la réputation de leurs établissements. Et là encore, je le dis avec beaucoup enfin, je trouve ça plutôt bien que les enseignants soient attachés à la réputation de leur établissement. Enfin voilà, donc il listait un certain nombre comme ça de bénéfices, finalement, en disant, tant qu'on n'aura pas inventé de solutions alternatives, tant qu'on n'aura pas offert à cette communauté d'autres réponses, pourquoi vous voulez qu'ils arrêtent? Et bien, je pense que pour la notation, c'est la même chose, en France. Voilà. C'est-à-dire que tant qu'on aura un système parce que ça rend service des notes. Bon, moi, je me souviens avoir expérimenté en tant que professeur de journalisme, j'enseigne plus, mais j'ai enseigné à une époque, à la fois à l'université, ensuite à Sciences Po. Bon. Et je disais, j'étais très fier de ma première séance de cours, parce que j'avais lu les bons pédagogues, je leur faisais faire une série d'exercices, la conclusion à laquelle eux devaient arriver, parce qu'évidemment il fallait qu'ils y arrivent eux-mêmes, ils avaient 22-23 ans, je ne faisais pas ça avec des enfants, c'était de dire finalement la notion de bon article, ça n'existe pas. Je parle sous le contrôle d'autres journalistes, mais je veux dire, un bon article, c'est un article publié dans notre métier. Bon, si vous publiez 24 heures trop tard, il est mauvais, parce qu'il est périmé. Si vous publiez un article formidable pour un journal féminin dans un journal de sport pour les hommes, il est mauvais. Il est très bon. Bon. Donc je voulais les amener à comprendre ce genre de choses. Et donc à l'arrivée, à leur dire, je ne vais pas pouvoir vous noter, je suis désolé, parce que je suis votre prof. Donc on va être dans une relation d'étudiant-enseignant, on ne va pas être dans une relation qui préfigure ce que sera la vie professionnelle pour vous, c'est-à-dire une relation de jeune journaliste à rédacteur en chef ou à chef de service. En revanche, là-dedans, il y a quand même des compétences sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Alors on se mettait d'accord, elles étaient bêtes, hein, ils m'en voulaient. On disait, rendre à l'heure. 5 ans d'études supérieures pour s'entendre dire qu'il faut rendre à l'heure. Un journaliste qui ne rend pas à l'heure, il n'est pas journaliste longtemps. Il faut rendre à la longueur. Si on vous dit 3 feuillets, c'est pas 4, on ne va pas mettre un rabat en plus pour vous. Il faut à peu près écrire en français. Bon, ça a l'air d'aller de soi, mais pas forcément. Il faut à peu près avoir recoupé ces informations, les avoir vérifiées. Je sais, on ne le fait pas toujours, enfin en principe on est censé le faire, etc. On avait élaboré des choses. Et donc je leur disais à la fin, vous n'aurez pas de notes, c'est pas possible. Moi je ne sais pas les autres journalistes présents, j'ai jamais eu 12,5 ou 6,5 un article. J'ai des articles qui sont sortis, des articles qui ne sont pas sortis, et des articles qui sont sortis dans l'état dans lequel je les avais rendus, et d'autres qui sont sortis pas dans l'état dans lequel je les avais rendus. Bon, c'est des... voilà. Invariablement, j'ai fait ça pendant des années, hein, invariablement, à la fin de la première séance, il y en avait un ou deux qui venaient me voir en me disant « Monsieur, on a tout compris. Les notes, pas bien. Mais, vous pourriez pas au moins une fois par mois vous en donneriez une quand même. » Bon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va nous aider à nous situer. Ils avaient raison, j'avais pas vu ce côté-là. Ça va nous aider à mesurer nos progressions. C'est vrai, la note c'est pratique pour ça. C'est extrêmement utile. Voilà. Donc après j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, j'ai compliqué la chose, j'ai fait des systèmes de coefficients. Pardon d'être un poil long, mais c'était juste pour dire ça sert vraiment à quelque chose. Donc au fond la question pour moi sur la notation, c'est pas de savoir est-ce qu'on peut noter intelligemment, pas intelligemment, etc. Oui, probablement à l'évidence, c'est à quoi l'école sert. Parce que c'est bien à l'école qu'on sert. Et là, je ne redirai pas ce qui a été dit de manière très convaincante dans la première table ronde. Je pense que la structure, que la respiration en France du système éducatif, ça consiste à trier, c'est le but du jeu, selon des principes qui sont ceux d'une méritocratie assez élitiste somme toute, parce qu'effectivement, au bout du bout, il y a ce que Frédéric Rollet désignait comme ces filières de l'enseignement supérieur fermées,
dans lequel on veut rentrer, la plus fermée d'entre elles appartient à l'éducation nationale, c'est-à-dire à l'État. Ce n'est pas un coup du libéralisme, ça s'appelle les classes préparatoires aux grandes écoles. Ça se passe dans les lycées. Donc on ne peut pas dire qu'on soit agressé par quiconque. C'est ce que veut l'État. C'est la respiration du système. Et il y a une domination symbolique terrible imposée par ce modèle de la classe prépa qui va concerner à l'arrivée 10% des bacheliers sur 90% des élèves, qui eux-mêmes ne représentent pas l'ensemble d'une génération, mais c'est ça qui, symboliquement, continue à dominer. Alors même que dans l'enseignement supérieur, vous avez une diversité aujourd'hui de pédagogie et de modalités de recrutement des élèves qui est absolument formidable. Bon, mais c'est comme si on ne s'en rendait pas compte. Il y a d'ailleurs une diversité au lycée. Le lycée techno, enfin les classes techno n'enseignent pas tout à fait de la même façon que les classes générales. Ne parlons pas du lycée professionnel, qui là encore enseigne différemment. Mais pour autant, il continue à y avoir cette dignité supérieure. Et moi, ma conviction, et j'en termine là, Pierre, pour avoir animé plein de débats dans ma vie, je sais que ça veut dire dépêche-toi, je conclue. Ma conviction est que ces choses-là, en France, dans la culture qui est la nôtre, ne peuvent changer que par le haut, c'est-à-dire en changeant le point d'objectif. Et je termine juste par cet exemple. Je pense que le jour où, pour rentrer à l'école polytechnique, il faudra savoir jouer de la harpe, il y aura de la harpe à l'école maternelle en France. C'est comme ça que ça marche. C'est tout. Le jour où, et ça existe, mais pas dans ces écoles-là, le jour où il y aura des épreuves collectives pour rentrer dans certaines grandes écoles, et certaines le font, elles ne sont pas majoritaires, mais elles le font, il y aura des épreuves collectives à l'école, et de l'évaluation collective, parce que tout simplement, il y aura cet effet d'aspiration. Voilà, excusez-moi, j'ai été un petit peu long, mais je voulais vous faire partager, donc il faudrait de la harpe à l'école polytechnique, et du chant, Sophie, partout, plein de chants. Merci Emmanuel. Eunice, je sais que tu as, que la FEV a milité, a même écrit, a même publié sur ces questions de... Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de ça. D'accord. Moi, j'avais un point de vue assez marqué sur cette question de notes et d'évaluation, de notation et d'impact sur la confiance des enfants. Quelle est-elle? Alors, je te remercie de poser la question sur la question de la confiance. D'abord, peut-être en remarque liminaire, je vais te remercier pour le titre du... Je ne sais pas si c'est un colloque, c'est une réflexion, mais... Parce que je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment pas banal. Une réflexion sur la question éducative qui s'intitule « Faire confiance aux enfants », c'est quand même un truc déjà qui en dit long sur l'angle et que j'ai trouvé assez remarquable parce que voilà, on est quand même dans un pays où ne serait-ce que d'essayer de placer l'enfant au centre du système avait suscité tellement de débats que la question de faire confiance aux enfants va vraiment pas de soi. Et en y pensant, je me suis dit, c'est terrible, la première chose que ça m'évoque un truc que pas mal d'entre vous doivent voir ou machinalement comme ça quand vous prenez le métro. Ça vous dit quelque chose? Tout est une question de confiance, la question d'éducation. C'est le slogan de qui? Academia. Voilà. Ça c'est quand même assez terrible que ce soit. Alors, en plus, c'est assez démago parce que tout n'est pas une question de confiance. C'est quand même un certain nombre d'autres facteurs qui rentrent en compte dans la réussite scolaire. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire que la question de la confiance est préalable, en tout cas, à pouvoir être dans des apprentissages où on pense qu'on va pouvoir apprendre parce qu'on pense qu'on est capable d'apprendre et on fait confiance à l'enseignant et on se fait confiance, etc. Donc voilà, on est dans un pays où aujourd'hui ce slogan-là et le slogan d'Academia et pas d'éducation nationale. C'est un fait, donc je ne sais pas pourquoi l'éducation nationale est un slogan, mais ça pose un peu les choses. La deuxième chose que je voudrais faire comme remarque en lien avec la précédente table ronde, c'est une réflexion plus globale qui inclut les notes, mais plus globalement d'autres questions autour de l'éducation. C'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer les choses en France et peut-être ailleurs. Nous, on a fait une journée qui s'appelle la journée du refus de l'échec scolaire, qui est un titre un peu, voilà, on peut penser que c'est un peu bête d'être contre l'échec scolaire, parce que finalement, l'inverse est difficilement défendable. Mais cette journée, elle est importante pour nous, parce que c'est quelque chose qu'on refuse, l'échec scolaire, et parce qu'on pense, je pense en tout cas que en France, et peut-être dans n'importe quel autre pays, on n'arrivera à changer les choses qu'à partir du moment où on est convaincu qu'il est indispensable de les changer. Je ne suis pas du tout une spécialiste ni d'éducation ni des systèmes éducatifs internationaux, mais par exemple je sais qu'en Finlande, il y a eu une grande révolution à un moment donné éducative, qu'on a vraiment enseigné autour de la table pour changer les choses. Je n'entrerai pas dans les détails sur pourquoi et le comment, mais il me semble que peut-être ce qui sous-tendait ça, c'était la sensation, à un moment donné, collective, partagée, que ça n'était plus tenable, que le système éducatif n'était plus tenable. Et je me dis en France, c'est un petit peu tôt quand même pour tirer des conclusions trop hâtives sur
la réalité que va recouvrir la refondation de l'école, que nous tous, je pense, dans la salle, appelions de nos voeux, si vous ne seriez pas ici. Mais voilà, je me dis peut-être que le malaise éducatif en France, vraiment le cœur de tout ça, c'est peut-être qu'une trop grande partie aujourd'hui de nos concitoyens sont persuadés que bon, c'est un système qui a des difficultés, qui laisse certains enfants sur le bord de la route, etc. Mais dans le fond, bon, c'est pas si grave. C'est pas si grave parce que les enfants qui sont concernés ne sont pas les mêmes. Voilà. Et ça, je suis désolée, j'aborde la question non pas sur le versant pédagogique, mais plutôt politique. C'est ça qui sous-tend, nous, notre journée du refus de l'échec scolaire qu'on organise. Et d'ailleurs, je remercie Emmanuel, parce que c'est grâce à lui que cette journée est un succès, parce qu'il anime admirablement, c'est pour ça qu'il connaît bien la question de l'animation. Il est tout à fait redoutable en termes d'animation, mais notre journée, voilà. Et la question sur la campagne qu'on avait menée sur la notation, elle vient de la journée. En fait, la journée, on s'était dit, bon, nous aussi, on va faire parler les principaux concernés, les enfants qui sont accompagnés par la FEV. Alors, la FEV, je suis très rapide, Pierre t'en a déjà dit un mot, c'est le premier réseau de mobilisation d'étudiants qui font des actions de solidarité dans les quartiers. Principale action, ils sont plus de 7000, principale action, c'est qu'ils accompagnent les enfants individuellement qui sont en fragilité dans leur parcours. Ils interviennent, on parlait tout à l'heure de la géographie des écoles, ils interviennent que dans les quartiers prioritaires, que dans des établissements où il n'y a pas d'établissement idéal, mais ceux où on intervient ne le sont particulièrement pas. Donc du coup, on est avec des enfants qui sont en fragilité dans leur parcours et qui sont dans les quartiers populaires. Et on leur a passé un baromètre pour savoir un peu est-ce qu'ils aiment aller à l'école, est-ce qu'ils y vont le matin avec du plaisir, pour reprendre les termes de la mère tout à l'heure, ou la boule au ventre. Moi, il se trouve qu'entre 30 et 40%, c'est un baromètre annuel, ils y vont plutôt la boule au ventre que sur leur rapport par rapport aux enseignants, par rapport à la notation, par rapport à l'évaluation. Et on était assez effarés, ce sont des gamins qui, pour la grosse majorité d'entre eux, ont de très mauvaises notes. On était assez effarés parce que sur la question des notes, en fait, on n'avait pas fait une étude spécifique, mais on avait posé 2-3 choses, notamment sur le sentiment leur réception des notes. Et en fait, ces enfants qui ont de mauvaises notes pensent qu'elles sont justes, pensent qu'ils les méritent. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est assez effarant. Donc, à partir de là, on s'est dit, c'est bizarre, ce sont les enfants qui sont en souffrance, qui vont pas bien, qui n'ont pas envie d'aller à l'école, mais si on leur pose la question, est-ce que tu penses que tu mérites tes notes ? Grosso modo, ils disent bah oui, parce qu'en fait, en gros, ils ont complètement internalisé l'idée que de toute façon, ils vont pas trop y arriver, et que les profs sont sympas un peu de s'occuper d'eux, mais qu'ils ne sont pas, effectivement, comme dit ma voisine, ils sont plutôt bons à rien. Et c'est encore plus terrible, j'ai envie de dire, que si jamais ils avaient été révoltés. Voilà, bon, alors il y a peut-être d'autres études qui nuanceront, mais je vais être rapide. Donc voilà, on avait fait, à l'issue de la 3e journée du refus d'échec scolaire, on avait fait un débat annuel, et puis à la fin, on avait lancé comme ça, de manière un peu naïve, une proposition. C'était un débat sur la question du bien-être à l'école et de la souffrance. On avait fait vraiment cette journée-là axée sur la souffrance, avec comme parrain Marcel Ruffo. Et on s'était dit, tiens, on va faire une proposition un peu choc, un peu provoque, pour voir ce que ça donne. On va dire, peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment supprimer la notation à l'école élémentaire, puisqu'on avait vu à quel point la notation, même si les enfants disent que les notes sont justes, c'était un des facteurs clés, et c'était d'ailleurs confirmé par un certain nombre de spécialistes qu'on avait invités, en termes de souffrance scolaire, notamment à l'école élémentaire, où c'est le début du parcours, et c'est vraiment le moment où il faut, en gros, tout le monde avait dit ça, vraiment être le plus possible il faut bétonner la question de l'estime de soi, de la confiance en soi, c'est le début. Si on commence déjà à fissurer l'estime de soi, et notamment avec la notation, dès le début, là je parle d'enfants qui ont moins de 11 ans quand même, et bien c'est terrible, parce qu'après, tout au long du parcours, et même après dans leur vie professionnelle, dans leur rapport aux apprentissages, ça va créer une défiance, ça va créer quelque chose qui va les mettre mal à l'aise. Donc on avait lancé ça un peu naïvement. On avait dit, bon ben voilà, on lance un appel, etc. Et puis dès le lendemain, on était à la FEV et puis on a été assaillis de mails en disant, ouais, super, où est-ce qu'on peut signer ? Donc on était un peu étonnés. Donc on a mis en place un site, etc. On a été chercher quelques signataires un peu prestigieux. On est parti, pas tout seul, avec des associations, y compris le CRAP, Fresnel, qui avait absolument signé, et d'autres que j'en oublie, mais... Et là, on a fait paraître ça dans Nouvel Obs, et là, je dis ça parce que c'est la petite histoire, mais nous on était très surpris, ça en dit long aussi des crispations sur ce débat-là. Ça s'est transformé quasiment en débat national. J'exagère à peine, on a eu plus de 10 000 signatures sur notre petit blog là qu'on avait sorti comme ça.
Ça a fait vraiment, ça a été l'un des articles les plus lus sur le Nouvel Obs, ça a déchaîné les passions, on s'est retrouvés sur le devant de la scène médiatique, alors que vraiment on était assez naïfs, hein. On s'était dit quand même, cette question de la note, c'est pas la première fois qu'on la pose en France, vraiment. Et ça a créé un débat national. Donc au fond, la question de la note, et puis je vais m'en arrêter là, après on va un petit peu plus loin, mais au fond, le débat, pour nous, on était surpris parce que les notes, c'est pas le cœur du problème. Évidemment, les gens nous disaient, vous êtes contre les notes, vous êtes contre l'évaluation, vous êtes vraiment des babos hirsutes qui veulent faire l'école de mai 68. C'est pas du tout la question, on est complètement favorable à l'évaluation, il n'y a pas d'apprentissage sans évaluation. Mais on était très surpris de pourquoi, à ce point, en France, les gens s'attachent aux notes, défendent les notes, et on était très surpris d'une autre chose à l'inverse, c'est que les gens qui signaient la pétition en ligne, on en avait 10 000, il y en avait plus d'un tiers qui étaient des enseignants. Donc on est dans une situation paradoxale où un attachement vraiment viscéral aux notes, parce que de quoi les notes sont-elles le nom et la marque? Eh bien, d'une certaine idée d'une école élitiste, méritocratique, qui va emmener les plus méritants vers la plus petite, enfin, qui va crémer au fur et à mesure et qui va permettre à quelques centaines de millions, centaines de milliers d'élèves d'accéder au sein du sein, etc. Sauf qu'aujourd'hui, l'école primaire, son rôle, c'est pas de sélectionner. Je suis désolée, peut-être qu'avant, c'était le cas. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est d'amener le plus grand nombre à une qualification qui va être aujourd'hui non seulement nécessaire, mais indispensable, parce qu'on est dans une économie de la connaissance, et que la qualification, le diplôme, on peut en penser ce qu'on en veut d'ailleurs, on peut ne pas être d'accord et le regretter. Je le regrette, mais en tout cas, on sait qu'en ce moment, si on n'a pas de diplôme, c'est impossible de s'insérer. Donc, la note, elle est le signe de quelque chose qui nous semblait vétuste, qui n'est plus opérant, hein, et surtout à l'école élémentaire. Donc, voilà, on avait envie à la fois de lancer un débat plutôt sociétal, plutôt politique par rapport aux enjeux aujourd'hui de la société. Pourquoi on s'accroche alors que la note, on sait que c'est un outil assez pauvre en termes d'évaluation, parce que ça ne permet pas à l'enfant de voir ses compétences, ça permet toujours de mettre le doigt sur ce qu'il ne sait pas, et puis par ailleurs, il y a des élèves qui progressent et les notes ne rendent pas compte de cette progression-là. Et puis après, même poser la question pédagogique, sans y répondre nous, parce qu'on n'est pas des pédagogues, mais de dire comment peut-on penser l'évaluation pour qu'elle soit un outil au service de l'enfant. Et la note, c'est tout, c'est très pratique, mais c'est pas ça. Alors, Marianne, par rapport à l'expérience, donc, plutôt au propos français, comment ça se passe en Suède? Est-ce qu'on note? Est-ce qu'on ne note pas? Comment c'est vécu? Est-ce que ça suscite de telles passions, cette question, ou est-ce qu'elle ne se pose même pas? Oui. Bien sûr, c'est une question qui se pose. Et comme on vient d'apprendre, et comme vous pouvez aussi le lire dans le dossier, les enquêtes internationales indiquent une baisse du niveau des connaissances chez les élèves suédois. Et la Suède a ainsi mis en œuvre plusieurs réformes scolaires pour améliorer ses résultats et rétablir surtout le statut des enseignants. Et parmi ces réformes, justement, on a entre autres introduit un nouveau système de notation. Et l'ancien système suédois, comprenant les notes aux mentions passable, bien, très bien et insuffisant, et a été remplacé par une nouvelle échelle de notation à 6 niveaux. Donc, on a augmenté de 2 niveaux. Et de plus, les notes sont maintenant décernées à partir de la 6e année scolaire, alors qu'auparavant, les élèves suédois n'étaient notés qu'à partir de la 8e année, qui correspond à la 4e en France. Donc on a avancé, on a finalement noté plus tôt. Voilà, c'est ça. Et pourquoi? Parce qu'on pense que donc, ce nouveau système de notation va rehausser la qualité. Et on se demande, alors qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça c'est très important parce que jusqu'au 6e... Donc ça veut dire à quel âge? À partir de quel âge maintenant? À partir de 12 ans. 6 ans. Et avant, il n'y a pas de notes. Jusqu'à 12 ans, il n'y a pas de notes. D'accord. Jusqu'au 16e, donc il n'y a pas de notes, mais des évaluations commentées par rapport aux objectifs à atteindre, comme à acquérir en cours d'acquisition,
acquis, très bien maîtrisés, etc. Et 2 fois par l'année, les parents rencontrent le professeur pour faire un bilan de la scolarité des enfants. Et l'élève participe également à cette réunion. Et pendant cet entretien, le professeur cherche à comprendre l'élève et ses difficultés éventuelles, et à l'aide par exemple d'un questionnaire que l'enfant a rempli en avance. Donc c'est une sorte d'auto-évaluation. Et après discussion, l'enseignant établit avec l'élève une liste de 3 objectifs à atteindre pour la prochaine réunion. Et signé par l'enseignant, l'élève et les parents, ces engagements sont pris très au sérieux par les enfants. Ils les motivent et les responsabilisent. Ils veulent à tout prix atteindre leurs objectifs lors de la journée d'évaluation suivante. Et donc, on peut dire que l'enseignant est un médiateur dans le processus d'apprentissage ici, jusqu'à l'âge de 12 ans. On a aussi récemment multiplié le nombre de tests nationaux pour pouvoir évaluer les progrès d'élèves. Mais on peut se demander, toutes ces réformes vont-elles vraiment contribuer à rehausser la qualité des connaissances des élèves? Un certain nombre de chercheurs en doutent. Car, selon plusieurs recherches, les notes peuvent, et je suis tout à fait d'accord avec vous là, les notes peuvent être un obstacle à l'apprentissage et au développement de l'enfant. Et on sait que la méthode de la carotte et le bâton n'est pas une méthode qui favorise l'apprentissage. Et l'école contribuerait même avec les notes à priver les élèves de certaines connaissances et surtout de rêves. De rêve, c'est ça. De rêve vis-à-vis de l'avenir, etc. De plus, on a constaté que les notes ne mesurent pas tout. Il y a beaucoup d'élèves suédois qui se plaignent du fait qu'il n'y a pas de lien entre l'enseignement et l'évaluation. On n'a pas la possibilité de vraiment montrer ce qu'on sait. Et parfois, une élève s'intéresse à une matière et tient à savoir plus, mais il ne se préoccupe pas de notes. Il y a une enquête récente qu'on a faite dans la banlieue de Göteborg qui montre que la plupart des élèves dans la banlieue qui vivent dans les milieux défavorisés se fichent des notes. Ils trouvent que ce qui compte à l'école, c'est le climat et surtout le plaisir d'apprendre. On veut vraiment apprendre. Et je pense aussi que très peu d'enfants, surtout les jeunes, travaillent bien dans l'espoir d'obtenir de bonnes notes. Et ni un bon emploi à l'avenir. Soit ce qu'on appelle en suédois l'influence d'une motivation extérieure instrumentale. On pense que ce qui compte pour un enfant, c'est réussir maintenant, éprouver la joie d'apprendre, avoir confiance en soi-même, vraiment réussir. Et donc, le rôle de l'enseignant, c'est pas d'évaluer, pas de mettre la note, c'est fortifier l'estime de soi, être conscient du fait que chaque individu peut apprendre des choses, mais pas comme lui. Et il faut avant tout que l'apprenant se sente à l'aise dans le milieu scolaire et qu'il fait des progrès personnels, ses progrès à lui. Donc, comme Madame a dit, il faut essayer d'individualiser l'enseignement et réaliser un enseignement qui s'adapte aux besoins de chaque individu. Sinon, on reste à Londres, à mon avis. Alors, merci beaucoup, Marianne. Alors, Catherine, est-ce que dans l'établissement qui est le vôtre, et dans la pratique pédagogique Freinet, voilà, qui est la vôtre, que je vais vous demander de nous expliquer, est-ce qu'on se retrouve, est-ce que Freinet c'est plus proche du modèle, si je puis dire, suédois, ou du modèle français, ou entre les deux? Je dirais que non,
Dans le modèle français, on ne s'y retrouve pas, c'est sûr, mais pas forcément. Bon, si, dans l'esprit. Non, je voudrais juste vous exprimer un petit peu donc, ce que c'est que l'évaluation par Freinet, quoi. D'abord, c'est quoi Freinet? Rappelez-nous quand même, parce que beaucoup alors, savent, donc, ça va encore Freinet, bien. il avait un prénom aussi. Oui. Célestin Freinet, oui, c'est un beau prénom. C'est l'éducation nouvelle, donc c'est le début du XXe siècle, après la guerre de 14-18 et tout ce qui a pu aussi transformer aussi le regard sur l'école, sur l'éducation, après ce massacre du 14-18. Célestin Freinet donc partait de. Moi, je ne vais pas faire quand même un truc sur la pédagogie Freinet. Bon, on est dans pour faire vite, on est dans. On regarde l'enfant dans toute sa globalité. On ne le dissocie pas de la vie réelle, de son environnement. On fait en sorte qu'il y ait des interactions entre pères, entre enfants. Et on fait les choses pour de vrai. Donc on écrit pour écrire, on lit pour lire, je lis, on fait des maths pour faire des maths, on est dans la réalité, on n'est pas dans l'exercice qui n'a pas de sens dans la vie. Alors pour revenir sur la note, j'ai ressorti je pense que c'est un invariant. Il a écrit des invariants pour aider les enseignants qui voulaient changer leur pratique. Alors, il a écrit des invariants, il y en a 30, je ne sais jamais, 32, enfin bon. Moi, j'aime bien le dernier parce qu'il est très optimiste. Là, c'est pas le dernier. Et on pouvait justement s'auto-évaluer sur ses capacités à transformer ses pratiques. Alors, il y en avait un, je ne sais plus quel numéro, A6 et 19, je l'ai noté parce que moi non plus, je n'ai pas trop confiance en moi, hein, j'ai le petit papier. Donc, il avait écrit « Les notes et les classements sont toujours une erreur ». Hein, donc, c'est pas nouveau. C'est pour ça que je pense que les innovations, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, la preuve. Hein. Et puis l'erreur, eh ben, on peut dire qu'elle perdure parce que l'idée qui est sous-entendue par cet invariant n'est pas du tout la même pour l'idée actuelle. Et puis ça fait longtemps, de l'époque de Freinet, l'idée c'est qu'évaluer, c'est toujours contrôler et estimer une performance. Alors on essaie de la quantifier parce que c'est plus facile. On mesure les écarts entre les différentes performances, on recherche une conformité, on met des dispositifs, des critères, enfin vous continuez vous connaissez. On compare, on fait des statistiques. Alors on a les bons élèves, on a les bonnes classes, on a les bons établissements, on a aussi les bons pays. Et ça marche aussi avec mauvais, vous pouvez dire, il y a les mauvais élèves, il y a les mauvaises classes, il y a les mauvais établissements, puis on a vu aussi qu'il y avait les mauvais pays. Alors, on est soit bon, soit mauvais. Avec la note, on est même parfois, on est au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. Mais en fait, on regarde pas vraiment la personne. Mais il y a, comme vous disiez, comme tu disais aussi, il y a beaucoup de parents qui attendent la note. Alors, est-ce qu'ils attendent ça comme une rétribution, comme une récompense? Mais il faut dire aussi que l'école, et ça c'est depuis la petite section maternelle, je n'exagère pas, se charge de faire comprendre la règle de cette course au long cours. Parce que les mieux notés, on sait, seront les mieux servis en termes de choix d'orientation, d'établissement, de diplôme, et puis plus tard du coup de valorisation. Alors plutôt que de se dire qu'un élève sait ou ne sait pas, pourquoi il en est là, d'où ça vient, et bien on dit il est bon, ou alors il est mauvais. Alors dans les classes Freinet, il n'y a pas de notes. Alors je précise bien toutes les sortes de notes, que ce soit des chiffres bien sûr, mais que ce soit des lettres avec des petits plus et des petits moins. On trouve aussi parfois des petites têtes avec des petits sourires et des petites... des petits points rouges, etc. Non, on ne note pas, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de notes qu'il n'y a pas d'appréciation, qu'il n'y a pas de valorisation et qu'il n'y a pas d'évaluation. Voilà. L'enfant, il est comme nous, quand il travaille, quand il... Alors, pour le coup, s'il n'y a ni note, ni aucun signal, comment faites-vous? Voilà, alors, donc il y a 3, je voulais juste dire avant de préciser, oui, je peux préciser un petit peu, j'y ai pensé, j'ai pensé à ce travail-là, mais je pense que, donc, comme je disais, enfant comme adulte, on a besoin d'être valorisé, de savoir où on en est, de savoir ce qu'on a fait, pourquoi, etc.
Et dans pédagogie Freinet, on peut dire qu'il y a 3 sortes d'évaluation. Voilà, 3, je pense qu'on peut dire sortes. Hein. Il y a l'auto-évaluation, c'est l'enfant qui va essayer de voir où il en est. Il y a l'évaluation du groupe, et bien sûr, il y a l'évaluation de l'enseignant. Donc il y a ces 3 dimensions dans l'évaluation. C'est cette interaction et qui se traduisent par quel mot? C'est quoi? C'est-à-dire j'ai bien réussi, j'ai moins bien réussi, j'ai des difficultés comme ça. Et parce que en pédagogie Freinet, évaluer, c'est surtout donner de la valeur dans le sens beau du terme, hein, pas de la valeur financière. Et donc valoriser. Alors, évaluer, du coup, ce n'est pas un dispositif. J'ai bien réfléchi, j'ai essayé de classer ça pour aujourd'hui. Ce n'est plus un dispositif, du coup, c'est une démarche et c'est un processus. Alors, j'ai fait ça, c'est assez court. Hein. Donc, il n'y a pas d'ordre forcément plus que d'autres. Donc, pour moi, il y a un processus où les cycles sont essentiels. Dans l'idée des cycles, où il faut du temps. Hein, il faut du temps pour accueillir les enfants dans leur cheminement singulier, dans leur apprentissage. Donc, il faut du temps. 1 an est insuffisant dans ce genre de processus. C'est un processus où le couple s'autorisait, c'est-à-dire s'autoriser à parler, s'autoriser à écrire, s'autoriser à inventer. Le couple s'autoriser et créer permet à l'enfant et à l'élève d'être non seulement acteur, mais auteur. Donc c'est ça aussi, de valoriser ça. C'est un processus où il y a bien sûr l'expression-communication, des principes forts de la pédagogie Freinet. Donc je ne vais pas dans le détail, hein. Vous pourrez me poser des questions si vous voulez. Un processus où la pratique de l'évaluation, qu'on pourrait appeler d'ailleurs valorisation, on n'a pas besoin d'attendre la fin d'un mois, la fin d'un trimestre, la fin d'une période, c'est au quotidien. Alors là, c'est quand même important, je pense, pour donner des pistes, que je vous dise tout ce que j'ai... C'est pas très long. Allez-y. Alors pourquoi ce processus? Pour donner les moyens de personnaliser les apprentissages des enfants, pour que l'enfant se sente encouragé dans son évolution, dans ses progrès, et non stigmatisé, pour que les réussites des uns deviennent des ressources potentielles pour tout le groupe, entraide, coopération, échange de savoir, pour bénéficier de repères, aidant chaque enfant à se situer quant aux attentes de l'école, parce que souvent on est bien surpris, pour permettre à chacun de choisir le moment où s'estimera en mesure de passer cette évaluation, de montrer une production, de présenter un texte, etc. Et pour enrichir la culture du groupe. Et voilà, pour finir, on est donc, à mon avis, loin de la note qui arrive tel un coup près, sans espoir de retour. On est bien loin de la réussite aux dépens des autres. Et du coup, on peut dire que c'est une réussite solidaire et non compétitive. Voilà. Si après vous voulez des détails sur comment on évalue en pédagogie Freinet, je pourrais vous donner des exemples. D'accord, je vous remercie vraiment de ces éléments très riches d'informations. Alors, je vais passer la parole à la salle et à vous, tout de suite, mais un petit mot de Nice avant de passer le micro. Je remarque sur la question des parents, parce que tu as dit, c'est souvent les parents qui demandent les notes. Et c'est vrai que c'est largement quelque chose qui nous a été envoyé nous quand on a mené le plaidoyer sur les notes. Pourquoi les parents demandent des notes? C'est pas des notes qu'ils demandent. Ils demandent en fait à avoir une visibilité sur où en est leur enfant. N'importe quel parent, c'est bien normal, c'est quand même inquiétant qu'il ne soit pas en demande de ça, est en demande. Donc la note, en réalité, c'est ce qu'on a trouvé de moins pire pour donner une visibilité sur là où est l'enfant. Sauf que c'est faux. Et en fait, par exemple, dans les signataires, dans les structures qui ont signé, il y a la FCPE qui les signé et qui porte, je vous ai bien vu, madame, bonjour, qui porte largement ça. Donc c'était intéressant pour nous, parce que eux, voilà, ils sont vraiment là pour montrer que justement les parents sont bon dos, hein, on s'en sert un peu facilement pour dire oui, parce que les parents. Par contre, si on arrête de noter, c'est une autre ambition. Parce que forcément, oui, quand je dis la note, c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins pire, c'est ce qui est le plus facile. Si on arrête de noter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut partir, il faut accompagner les profs. Parce qu'il faut vraiment les former à des évaluations alternatives. Il y en a déjà qui le font, mais tous ceux qui le font disent en général que c'est vraiment, ça produit des effets intéressants, que ce soit par compétence, que ce soit par couleur, que peu importe, mais ceux qui vont essayer de penser un peu différemment à la question de l'évaluation le font. Mais c'est beaucoup de travail, ça change radicalement les pratiques. Effectivement, on ne peut plus le faire tout seul, on le fait en collectif, donc ça, enfin c'est le truc en demi-eau, ça change beaucoup de choses.
Ça change des choses par rapport aux parents, parce que si vous n'êtes plus là pour donner un bulletin rapido comme ça en réunion, il faut passer du temps pour expliquer. Donc ça veut dire rencontrer beaucoup plus les parents à ça. Ça change des choses par rapport à l'enfant. Parce que l'enfant aussi, il en demande des notes, parce que pour lui, les notes, c'est cool quand il a des bonnes notes, parce que ça lui permet de se classer à côté de ses petits copains, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, mettre le petit grain de sel dans le rouage comme ça autour de la notation, ça veut dire réinterroger dans son ensemble tout le système éducatif, et c'est aussi, du coup, essayer de se donner vraiment une autre ambition. Donc, Anna va vous passer la parole. Qui a envie d'intervenir? Donc, quelques mains. Madame. Au premier, au deuxième rang. Vous vous présentez. Oui, Françoise Mougin, je suis là pour la FCPE. Je voulais intervenir sur les parents, le rapport des parents et de la note. La note, c'est bien souvent le seul lien qui relie parents-école. Les parents, regardez les parents à la sortie d'une école. Ah, tu as eu ton interrogatoire, tu as eu combien? C'est la première question. Il y a eu un sondage là-dessus. Oui, donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est que les parents rencontrent les enseignants, qu'il y ait un lien qui se pose sur autre chose que la note. C'est la note qui fait le pont. Il n'y a que la note qui donne le reflet de ce qui se passe à l'école. Si les parents rentrent dans l'école aisément, peuvent rencontrer les enseignants aisément pour savoir où en est l'enfant dans son développement, dans ses acquis, la note est moins nécessaire. Et vous, madame, quand vous évoquez ça, vous souhaiteriez justement qu'on aille vers autre chose que la note, ou vous dites finalement, dans le fond, on se rapproche à ça comme... Lors d'un séminaire qu'on a eu, l'intervention de Marc Douer, qui nous a expliqué qu'il avait mis ses enfants dans un collège, dans un lycée, collège-lycée en Isère, je crois, du côté de Grenoble, où il n'y avait pas de notes. Collège-lycée ambitieux. Voilà, et il expliquait que ces enfants maintenant adultes avaient un mal de chien à s'insérer dans la société parce qu'ils n'avaient jamais été notés. Je répète ce que nous a dit Marc Douer, qui est là. Bon, donc, si vous voulez, il faut arriver à un moment, une note, une évaluation, savoir se situer les uns par rapport aux autres sans compétition. D'accord. Avant de passer la parole à d'autres... Non, c'est très vrai parce que on sent un grondement quand vous dites que le témoignage de Douer disait mes enfants ont eu du mal à s'intégrer. Mais moi, ça, je le crois profondément. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, tant que les entreprises recrutent sur des processus, en vous demandant des diplômes, et que les diplômes en question exigent d'être passés par des systèmes de notation très rigoureux, c'est compliqué. Tant que la fonction publique, en France, recrute sous la forme de concours, enfin, il faut regarder ce qu'il y a au bout. Bon, moi, toute l'école dont vous parlez, il y a suffisamment de gens que je connais qui me connaissent dans la salle pour le savoir, j'en rêve, je l'adore, il n'y a pas de problème. Mais juste, je ne pense pas du tout qu'en l'état, ça fonctionne. En dehors de se faire plaisir à se dire des choses qui nous font plaisir. Tout simplement parce que si au bout du compte, les gens ne peuvent pas s'intégrer avec un peu de liberté, tout simplement. C'est-à-dire, si vous arrivez au bout du parcours scolaire, universitaire, et que vous vous rendez compte que les choses vont être extrêmement contraintes parce que justement vous allez dans un truc très concurrentiel et que vous, on ne vous a pas élevé comme ça ne fonctionnera pas. Je suis optimiste parce qu'on voit émerger des modalités de recrutement, notamment dans certaines grandes entreprises, notamment les entreprises de l'économie nouvelle, etc., qui sont radicalement différents. On voit aussi dans un certain nombre... Pardon, c'est connu, mais vous connaissez le point commun entre Bill Gates et Mark Zuckerberg, patron de Microsoft et celui de Facebook. Ils n'ont pas fini leurs études. Bon. Ils ont créé un truc, ils ont monté leur boîte, et finalement, donc ça prouve bien que les études, c'est pas tout dans l'existence, et qu'on peut très bien s'épanouir et réussir autrement. Et alors, on n'est pas plus bête. Tu sais, pardon, alors là, puisque si tu me dis on était aux États-Unis, mais juste en 3 secondes cette anecdote-là, à Berkeley, il n'y a pas longtemps, parce qu'on a eu la chance de faire un voyage là-bas, j'ai rencontré les gens du Centre d'entrepreneuriat technologique. Et ils nous font un grand topo sur pourquoi on a une puissance d'innovation dans la Silicon Valley. Parce qu'on sait travailler en collaboratif, enfin bref, ils sortent un truc très... on n'a pas peur de rater, donc on ose essayer. On est en gros un truc autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, enfin, qui recoupe, j'essaie d'aller vite, mais qui recoupe les débats qu'on a depuis tout à l'heure. Alors je dis au déjeuner, vous êtes gentil, mais enfin, vous jouez sur l'ouvlour, parce que toute la culture américaine appelle ça. Je dis, mais pas chez nous.
que pour entrer à Berkeley, il faut avoir eu des A+++, depuis qu'on est dans les petites classes. Et aux États-Unis, ça s'obtient en faisant plaisir aux profs et pas autrement. Je veux dire, c'est conforme à des attentes. Ils ont tous été premiers de leur classe. Ils arrivent à Berkeley, où il n'y a que des premiers. Bah, il y a un premier, il y a un pas premier, c'est compliqué. Je croyais qu'il me parlait d'un élève en prépa, Louis Legrand. Bon. Et alors je dis, mais alors comment vous faites? Il dit, bah, en anglais, innovation is a learnable skill. L'innovation, c'est une compétence qui s'acquiert. C'est ça la seule différence. Tu sais, quand on dit c'est aux États-Unis, non. C'est disons cette situation-là, ils se disent c'est coincé, bon, on va mettre en place un dispositif pour essayer d'en sortir. Ça s'appelle la pédagogie, vous êtes très nombreux à œuvrer là-dedans dans la salle, donc vous le savez par cœur, pardon d'enfoncer des portes ouvertes. Et voilà, tout ça pour dire que je pense que tant que le système, aujourd'hui, qui permet d'obtenir une place dans la société, ou besoin d'un travail intéressant, etc., est un système qui fait la part belle à l'individualisme et à la concurrence, nous aurons, parce que je me mets avec vous, mais beaucoup de mal à avancer significativement dans une réforme des systèmes de notation, dans un allègement du poids de la note dans tous les cursus. Ça va être très dur. C'est un mouvement de l'ensemble de la société, c'est pas que l'école. Avant de passer la parole à Marianne, juste rebondir sur ce que dit Emmanuel, je suis ravi de t'entendre dire ça, parce que nous, si on a lancé l'Institut Confiance, c'est en ayant 6 thématiques, c'est justement parce qu'on est bien convaincu que si on fait faire bouger les choses en matière de confiance, c'est impossible de le faire si on ne s'attaque qu'à l'école, ou qu'à l'entreprise, ou qu'à l'administration, ou qu'à un tel. C'est malheureusement systémique. Tout est lié, c'est ce qui fait l'immense complexité du chantier, c'est qu'il faut s'attaquer à toutes les sphères à la fois. La haute fonction publique, toute cette élite, entre guillemets, qui est déjà au sommet, et qui a des générations plus avancées, et jusqu'aux enfants, enfin, dans les deux sens, etc. Et il faut attaquer tous les sujets en même temps. C'est ça qui fait que c'est extrêmement complexe. Pardon. Non, je tiens à dire qu'il me semble que notre pédagogie en Suède a beaucoup de points communs avec la pédagogie de Freinet en théorie. Et je pense, j'ai moi-même visité une école Freinet Avance, et j'ai été très impressionnée par l'atmosphère, la discipline, le calme, la joie d'apprendre. Les élèves travaillaient sur des tâches très différentes, ils étaient autonomes, et l'enseignant était dans un coin comme une guide. Et chaque élève avait un plan de travail, et je veux dire que j'ai copié ce plan de travail pour un manuel pour les lycéens, et ça marche à merveille pour faire des auto-évaluations. Mais alors pour le coup, pardon, et pour rebondir là aussi sur vos sujets, je voudrais vous poser encore à nouveau une question. Pour le coup, s'il y a peu d'évaluations ou de notation en Suède, cela dit, il y en a quand même, vous dites, mais elles sont plus tard. Est-ce que... pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, est-ce que les entreprises, est-ce que tout le système valorise moins qu'en France la notation, la réussite, etc. Et donc ça permet d'être plus souple de ce point de vue-là, ou est-ce que finalement, qu'est-ce qu'il en est du reste de la société suédoise? Donc, bien sûr, on n'a pas d'examen final, mais on a les notes. Et les notes comptent, bien sûr, pour entrer à la faculté de médecine, par exemple. Mais on a un problème parce qu'on a des écoles libres maintenant. Et on a remarqué que les notes sont plus élevées dans les écoles libres. Donc, de plus en plus, on fait des interviews pour entrer au fac et avoir un emploi dans une entreprise. D'accord. Alors, avant de passer la parole à Catherine, je voudrais reprendre une question dans la salle. Monsieur au fond. Tout au fond. Bonjour, je suis inscrit à l'école Vitruve dans le 20e. Je voulais revenir sur la ligne de fracture entre intention et réalité. Tout le monde s'accorde à dire que le système éducatif français en bout de souffle, et on entend depuis quelques mois assaut de termes nouveaux comme bienveillance, comme relation aux parents, comme coopération. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réalité dans l'école française ou l'école élémentaire, de vraies réalités qui décrivent ça, sauf les vieilles réalités. C'est-à-dire l'école Vitruve qui fête son 50e anniversaire. On parlait de la FESPI avec quelques expériences qui datent d'une trentaine d'années, ou de la pédagogie Freinet. Et le deuxième problème qui doit interpeller les personnes qui cherchent à
transformer le système, c'est que ces réalités qui sont vieilles, qui sont anciennes, n'ont pas cherché à dynamiser le système, mais à le dynamiter. C'est-à-dire à changer complètement le rapport au travail scolaire, le rapport à la notation, on en a parlé un petit peu, le rapport à l'individu, au collectif, le rapport à la famille. Et je ne suis pas sûr que le système soit prêt, notamment la refondation de l'école, à dynamiter son propre système intérieur. On risque au surplus d'avoir un habillage, un petit peu de bienveillance. Comme disait un vieil inspecteur Robert Gloton qui a fondé l'école en 62, on risque d'habiller de miel un petit peu la pilule amère de la compétition et de la sélection qui continuera de toute façon de la même façon. Donc je pense qu'il y a une problématique qui a été un petit peu abordée qui est quelle école voulons-nous pour les enfants? Est-ce que c'est une école de la sélection ou est-ce que c'est une école de la promotion collective? Et une fois que le choix sociétal est fait, effectivement on peut remettre les choses à plat. Mais tant qu'on n'aura pas posé le curseur sur l'un des deux choix, on restera dans un habillage plus ou moins élégant et plus ou moins humanisant d'un système qui a vocation de toute façon à dégager une équipe. Voilà. Je voudrais juste faire... pardon, oui, madame... On va passer la parole à madame Rollet et puis à Catherine. C'était juste une réponse par rapport aux parents, comment justement dialoguer et faire connaître le travail des enfants. Donc c'était pas, il n'y a pas besoin de notes pour faire connaître. Donc oui, mais je peux. Oui, mais c'est pas parce que ce n'est pas actuellement qu'il faut pas essayer. Nous, on est dans le collectif et on se bat. Voilà, et qu'il ne faut pas essayer de montrer ce qui peut se faire, parce que je reviens dans les classes René ou dans d'autres, justement beaucoup de choses à la maison. Ce ne serait que les porte-vues avec toutes les évaluations réussies, puisqu'on ne nous met pas les échecs, on nous met que les réussites, toutes les présentations, les cahiers, enfin toutes les choses qui sont très fortes vont. Et c'est un peu comme la problématique des devoirs à la maison. On n'a pas besoin des devoirs pour connaître ce que font les enfants. On est toujours dans la même chose. Il suffit que de laisser rentrer l'école à la maison sur d'autres formes, sur ce qui se fait vraiment, le travail, la création, et vice-versa. Et réciproquement, d'accueillir ce qui se passe. Okay. Réciproquement. Voilà, c'était juste pour dire quand même, pas que la note. Hein. Juste une réaction. On n'a pas posé la question qu'est-ce qu'on veut faire quand on évalue, quel objectif on poursuit. Je vois que le fond du problème, c'est que là, quels que soient les outils, parce que Catherine a parlé effectivement à une époque où on a remplacé les notes par des lettres, ça ne change rien. Le problème est de savoir, de dédramatiser l'évaluation et de dire à l'enfant que quand on l'évalue, on ne l'évalue pas lui, on évalue sa progression par rapport à des objectifs qui sont des objectifs donnés à tous, qui sont des objectifs communs. Et évidemment, on va surtout valoriser les progrès qu'il a fait. Et quand on procède comme ça, je connais beaucoup d'enseignants en ce moment qui mettent en place un certain nombre de méthodes, par exemple, quitte à dire avant quels vont être les exercices qu'on va évaluer, même les faire faire, mais d'une certaine façon, parce que c'est pour montrer à l'enfant qu'il ne s'agit pas de tendre un piège, mais qu'il s'agit bien de voir si véritablement il a acquis un certain nombre de savoirs. Donc le problème c'est plutôt celui-là, de dire, et c'est pas un regard global qu'on pose sur toi, c'est pas un jugement, on ne te dit pas que tu es nul parce que tu as 2 en maths ou 0 en je sais pas quoi. Voilà. La deuxième chose, je suis en désaccord complet avec Emmanuel sur ce qu'il dit sur les concours et sur... Parce que le mythe, dans une société capitaliste, il y a une distribution des rôles de toute façon qui est faite aussi en fonction des métiers, certains sont mieux payés que d'autres, il y a des bons. Et de toute manière, par exemple dans la fonction publique, le moyen le plus égal qu'on ait trouvé de recruter les gens, c'est le concours, parce que l'entretien est ce qu'il y a de plus discriminant, à la fois pour les femmes, mais aussi selon d'autres critères. Donc, le mythe du self-made man aux États-Unis, enfin, je veux dire, pour un Bill Gates, on sait aussi que dans les quartiers noirs ou latinos, on se retrouve avec un échec scolaire qui est beaucoup plus lourd que dans d'autres catégories. Enfin, dans notre système, on laisse 150 000 jeunes sortir sans diplôme ni qualification. C'est pas la peine d'aller aux États-Unis pour choisir ce genre d'exemple. Non, mais je comprends tout à fait, ça ne surprend pas que vous soyez en désaccord avec moi là-dessus. Ce que je dis juste, c'est que les concours, c'est des notes. Et que donc, si on ne prépare pas les gens, on va avoir les deux discours, c'est le fromage ou le dessert. Soit vous voulez préparer les gens à passer des concours avec des notes, effectivement, il n'y a pas d'entretien parce qu'on a peur
je ne sais trop quoi, on va dire, enfin bref, de quelque chose, en tout cas d'une inégalité possible, je l'entends, hein, très bien. Mais donc dans ce cas-là, il faut que l'école y prépare, parce que sinon c'est scandaleux. Bon, si l'école ne prépare pas ce genre de choses, c'est scandaleux. C'est ce que je dis, je pense, et vous le défendez, je le sais, que le système respire à ce rythme-là et dans cette direction-là. Donc voilà, moi ce que je ne comprends pas et ce que je ne conçois pas, c'est simplement qu'on veuille mettre tout le monde dans le même moule. Bon, mais c'est peut-être mon côté un peu... Enfin, pardon, je pense qu'on est en démocratie, que les gens vont avoir des talents différents, des expressions différentes et une égale dignité. Je critique pas du tout, je l'ai écrit, donc vous pouvez le vérifier assez facilement. Moi je critique pas les prépas en tant que tels. Je veux dire, ça forme, c'est une belle formation la prépa. En plus, les enseignants sont très engagés auprès des élèves, ils sont à cet endroit-là du système spécialement attachés à leur réussite, avec un engagement très très puissant. C'est des choses auxquelles je suis sensible, hein, je veux dire. Bon. Simplement, ce que je critique, c'est le fait qu'on veuille absolument fixer un objectif commun, avec des méthodes communes pendant aussi longtemps, alors que la vie ne ressemble pas à ça. Et après tout, je veux dire, c'est pas la société capitaliste, comme vous l'avez appelé, qui définit les modalités de recrutement dans le service public, que je sache, ou à l'ENA. Bon, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a une partie du système qui effectivement est libre et privé, et d'ailleurs, quand on regarde la façon dont les établissements qui préparent recrutent, y compris les universités, et la façon dont elles forment, c'est d'une manière extrêmement variée, et avec des modalités d'évaluation qui sont loin de se réduire à la simple note. Donc, je ne vois pas tellement où est le problème. Moi, ou alors je me suis mal exprimé. Ce pourquoi je plaide, parce que c'est ce que je constate, c'est pour la diversité. C'est-à-dire qu'à la limite, si on faisait un système le même pour tous, avec absolument aucune note, là, je serais très inquiet aussi, parce que je pense qu'il y aurait un boulevard pour les académias de tout poil, pour mettre des trucs dans le métro, pour dire venez voir les notes que vous auriez avec moi, et vous réussirez à passer, que sais-je, les concours ou autre chose. Voilà. Pourquoi on ne peut pas avoir de la diversité? Pourquoi on ne peut pas avoir une égale dignité de cette diversité? Pourquoi voilà, le bac pro, on n'en parle absolument jamais. C'est 25%. Oui, et on a fait une journée spéciale hier sur France Info, toute la journée sur les bacs pro. Je pense qu'aucun média ne l'avait fait. Mais à part ça, on parlait. Excuse-moi. Alors qu'il y a des enjeux considérables. J'aimerais bien entendre Marianne Molander un peu plus, parce que puisqu'on a un certain nombre d'années d'expérience en Suède sans notes, au moins dans le primaire, est-ce qu'on a évalué ça? Qu'est-ce qu'on a tiré comme conclusion? Et comment ça fonctionnait justement le contact entre les parents, les enseignants et l'élève à partir de là? Puisqu'on a cette expérience, est-ce que tu peux nous dire davantage? Ça fonctionne bien, le contact entre les enseignants et l'élève, surtout à l'école maternelle. Mais ce sont en général les parents qui souhaitent avoir des notes. Et ils comparent les enfants. C'est ça qui est le problème. Mais je pense que petit à petit, on aura des enseignants qui auront un arsenal de méthodes pour enseigner, pour pouvoir individualiser, varier l'enseignement et également qu'on peut compléter la forme, qu'est-ce qu'on dit, l'évaluation sommative, donc les notes, avec une évaluation formative. Donc une évaluation de l'apprentissage au service de l'apprentissage pour que chaque individu sache quel progrès il faut qu'il fasse. Il faut qu'on suive son propre rythme. Et je pense que c'est ça qui augmente la confiance en soi. Mais comme Madame Anbon a dit, c'est en théorie. Tous les professeurs ne savent pas le faire. Mais on vient de monter une nouvelle formation de professeurs. Donc j'ai beaucoup d'espoir. Une dernière question de la salle. Alors moi j'aimerais monsieur Monsieur, pardon, excusez-moi. Ah oui, c'était l'autre table ronde. Pardon, désolé. Allez-y, présentez-vous. Alors, Jean-Michel Bourria, je suis secrétaire fédéral au SNCFDT et puis je suis membre de l'Institut de confiance. J'ai un certain nombre de questions et sur les deux tables rondes. Alors, en effet, je suis d'accord sur le fait que c'est au niveau de la société tout entière qu'il faut mener une réflexion autour de la compétitivité, du rapport de compétitivité, du rapport de classement, etc., etc.
je suis tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, ça n'est pas parce que la société est construite de cette façon-là que l'école, nécessairement, ne peut pas évoluer, parce qu'on peut faire évoluer aussi des choses à travers l'école, et on peut très bien imaginer, vous parliez d'absence d'uniformité au niveau du système éducatif, eh bien, on peut très bien imaginer une progressivité d'entrée de la note, comme on le voit en Suède, et penser aussi une différence entre la scolarité obligatoire et la scolarité qui ne l'est pas. La penser autrement, penser une continuité entre le premier et le second degré. Il y a énormément de choses, énormément de possibilités, y compris à travers l'apparition de la note. Il y a des choses qui m'interrogent. On oppose depuis le début l'individu et le collectif. Il existe un moyen terme qui s'appelle la personne. L'individu, c'est ce qui est divisé et indivisible. Le collectif, c'est ce qui est tout et qui perd l'individu. Et il y a une personne qui existe et qui se donne à l'intérieur d'un collectif. Et c'est peut-être à travers cette personne qu'il faut construire les choses. On parle d'évaluation ou d'éducation personnalisée, par exemple. C'est un terme qui est apparu assez récemment. Il y a peut-être une réflexion aussi à construire autour de ça. Qui se rapproche de la co-responsabilité, nous semble-t-il. Tout à fait. Dernier petit point avant de passer la parole à votre voisine derrière vous. On parlait de juxtaposition des individus et des intervenants. Se pose la question des juxtapositions des disciplines au sein de l'école. Peut-être qu'il serait important, on a valorisé depuis 2005 le socle commun de compétences et de connaissances, peut-être que ces compétences-là seraient à valoriser, non au détriment, mais en complémentarité des disciplines qui interviendraient et qui co-interviendraient dans l'éducation, plutôt que d'être opposées les unes à côté des autres. Merci. Michel. Alors moi, je suis enseignante en école maternelle essentiellement, et j'ai avec les écoles à Paris depuis 6 ans. Et je vais revenir sur le problème de confiance et d'estime de soi, et quelqu'un a dit qu'il fallait fortifier l'estime de soi. Moi, ce qui me choque depuis plus de 30 ans que je suis enseignante, et j'ai commencé à balancer dans des classes sans concours, même sans entretien, c'est pas seulement la notation, mais c'est aussi la punition. La façon dont on considère l'enfant. C'est-à-dire qu'on est dans une société, dans une école très coercitive en France, mais pas les autres, où cette note est une sanction. Elle est, bon, comme a dit madame, elle est souvent très mal vécue, même si elle est réclamée par les élèves. Et c'est surtout que même en maternelle, on est dans un système où on punit, on gronde, où on dit à un enfant « Ah non, ça, cet exercice est raté, on va pas le mettre dans le cahier, tu vas pas le montrer à ton papa et ta maman, parce que, voilà, on ne montre que le réussir, mais pas dans le même état d'esprit que la pédagogie Freinet. » Voilà. Il y a quand même des gens qui ont écrit des tas de choses intéressantes sur comment aider l'enfant à apprendre. Voilà, et moi, si vos travaux durent et perdurent et puis font avancer la société, c'est que la note, c'est une partie, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est aussi comment on vous parle, comment on vous donne la main quand vous êtes triste, comment... Il y a le corps, quand vous avez demandé quels étaient les facteurs là, qui donnent confiance, il y a le non-dit, il y a le corporel, il y a tout ça qui est à travailler. Voilà, merci. Merci madame. Et pour corroborer ce que vous dites, et pour terminer avant la pause, parce que nous allons faire une petite pause café qui va nous permettre d'ailleurs de poursuivre, la discussion au premier étage. Je voudrais juste, ce que vous dites à l'instant me fait penser à une expérience récente qui est à Montpellier, où on m'avait demandé de venir animer un débat sur ce même sujet de la confiance. Faire confiance aux enfants, et je me souviens, et il y avait des enfants, des collégiens ou des collégiennes qui étaient dans la salle, et il y a une jeune femme, enfin une fille de 12 ans qui a pris la parole et qui dit quelque chose de très frappant. Elle expliquait qu'elle était une très bonne élève et qu'il y a quelques mois, elle avait eu son enseignante, sa professeure de français, lui avait remis une copie, une dictée ou je ne sais quoi, à laquelle elle avait eu 18 sur 20. Et elle a dit devant ce groupe, elle a dit, mais ça m'a beaucoup perturbé parce que ma professeure nous a rendu la copie, m'a rendu cette copie sans un mot, avec un regard presque méprisant, parce que peut-être que l'enseignante considérait que pour cette fille, peut-être que cette jeune fille, 18 c'était peut-être pas bien, pas mieux qu'avant.
et elle a été choquée, et ça l'a vraiment perturbée de sentir ce regard peu bienveillant, pas bienveillant du tout, alors qu'elle avait une très bonne note. Donc moi ça m'a amené à me poser la question, et d'ailleurs en vue de notre débat, de me demander, est-ce que dans le fond, le problème c'est note, pas note, gommette, pas gommette, ceci, cela, ou est-ce que c'est pas finalement beaucoup plus le qualitatif qui va autour, ce qui est finalement beaucoup plus important, on se focalise sur des problèmes de note ou pas note, et est-ce ça vraiment le problème dans le fond? Alors voilà, sur cette pensée très profonde, je vous invite au premier étage à suivre tout cela. Merci encore, merci à nos intervenants. Merci.